Mesdames, Messieurs, ravi de vous accueillir pour ce débat du Cercle des managers de l'immobilier, débat hebdomadaire pendant cette deuxième période de confinement et débat qui colle à l'actualité. C'est notre préoccupation, vous le savez, avec des experts qui apportent leur point de vue à des titres divers. Dès le premier confinement, nous avions évoqué la possibilité d'impayés dans l'univers du logement et non seulement, bien sûr, dans l'univers tertiaire ou commercial. De ces risques-là, on a parlé à la première heure, mais on a beaucoup moins parlé des risques d'impayés dans le domaine de l'habitation. Désormais, et depuis quelques semaines, cette réflexion, cette crainte, l'utilité de prévenir ce risque-là, d'ores et déjà d'imaginer des solutions, des traitements, et dans le champ public. La ministre du Logement a créé un observatoire, on va en parler tout à l'heure très précisément. Elle a également donné une mission à un député pour prévenir les expulsions, l'expulsion étant le degré ultime de la dégradation de la relation locative. On parle aussi des problèmes dans l'univers de la copropriété, charges de copropriété, bref, fragilisation des ménages, désolvabilisation des ménages, et sans doute de la manière la plus large, c'est le sujet du jour, avec toutes les conséquences que cela peut avoir, économiques, sociales, sur les relations entre propriétaires et bailleurs privés, souvent indépendants, mais aussi bailleurs publics, logements HLM, et dans l'univers de la copropriété, des conséquences qui peuvent prendre d'autres formes, manque d'entretien de l'immeuble, peut-être renoncement à des travaux, notamment de rénovation énergétique. Bref, les sujets du jour sont au cœur de la politique de relance de notre pays, qu'on a beaucoup appuyé sur le logement, et puis au cœur de la vie des ménages et des professionnels qui sont à leur disposition, tous les professionnels de la filière, du bâtiment jusqu'au service. Alors, pour débattre, je voudrais les remercier parce que ce rythme hebdomadaire, il fait que nous sommes amenés avec les autres organisateurs à inviter tardivement, à proposer tardivement à des personnalités qui ont des emplois du temps très, très chargés, encore plus ces temps-ci, de venir nous rejoindre. Ils l'acceptent et je voudrais leur marquer notre gratitude. Je pense tout particulièrement aux élus qui ont aujourd'hui une vie qu'on peut imaginer, très sollicitée par leurs administrés. Et puis je pense aussi à tous les autres. Nos emplois du temps aujourd'hui sont très, très perturbés. Voilà, donc beaucoup de reconnaissance. Alors, reconnaissance que je vais adresser explicitement à ceux qui sont là, puis il y en a deux qui vont nous rejoindre un petit peu plus tard. Mais d'ores et déjà, je remercie par ordre alphabétique. Il n'y aura pas de discussion. Olivier Ancio, il est le directeur général de Loisé d'Aigremont Patrimoine. C'est un administrateur de biens. Voilà, donc c'est un acteur et un grand témoin de ce qui se passe dans le parc locatif privé. Olivier, tu es avec nous? Ils ont réactivé pas le bon micro, Henri. Bon, ben alors je passe au deuxième. Si. Ça y est, j'ai réussi. Bonjour, pardon. Merci Henri. Bonsoir à tous et ravi d'être avec vous. Merci beaucoup d'être avec nous. Je précise, je ne vais pas faire de longues présentations parce que le site du Cercle des managers d'immobilier vous propose une biographie de tous nos invités. Ils ont des parcours riches et je n'aurai pas le temps de le détailler. Vous pourrez regarder ça très, très tranquillement en regard de leur portrait, voilà, leur photo. Un autre Olivier, administrateur de biens, allez, je malmène l'ordre alphabétique, c'est Olivier Safar. Olivier Ancio va nous parler de gestion locative. On a voulu vraiment que chacun soit dans son hyper spécialité. Et Olivier Safar, c'est un homme de la copropriété, on le sait. Il préside la commission copropriété de l'UNIS, l'un des deux grands syndicats de syndics de copropriété. Il est aussi le président de Caliesser, cette association, il nous en dira sans doute deux mots, qui a vocation à se préoccuper des copropriétés les plus fragilisées, voire celles qui ont déjà basculé. Bref, à plusieurs titres, et puis comme gestionnaire professionnel lui-même, il avait sa place avec nous. Merci Olivier d'être avec nous. Olivier Safar. Merci et bonsoir à tous. Merci. Je continue avec
Michel Fréchet. Alors, Michel, je l'accueille avec beaucoup de plaisir, d'abord parce que voilà, c'est une relation professionnelle très ancienne et très riche que j'ai avec lui. Pardon de parler à la première personne. Il est le président de la Confédération Générale du Logement. C'est l'une des grandes associations représentant les locataires, pas la moindre, la plus ancienne, hein, créée, inspirée par l'abbé Pierre. Voilà, et Michel va pouvoir témoigner de la situation des locataires, puisque son association, évidemment, est là pour écouter leurs difficultés et accompagner leur situation. Merci beaucoup, Michel, d'être avec nous. Eh bien, c'est avec beaucoup de plaisir que je te retrouve après quelques années de passage derrière une planète plus importante. Absolument, absolument. Voilà. Et puis voilà, une tendresse particulière, allez, j'ai le droit de le dire, c'est le droit de l'animateur. Hein. On a en commun avec Michel d'avoir commencé notre vie comme instituteur. Voilà. Et je pense que ça compte dans le regard qu'on peut avoir sur la situation, sur les choses. Merci beaucoup d'être avec nous. Nous aurons également à nos côtés, alors c'est un élu, allez là encore, je parle en mon nom, mais franchement, ça n'est pas contestable, qui est un grand spécialiste de la politique du logement et puis surtout de l'action publique locale. Xavier Lemoine, il est le maire de Montfermeil. Il a beaucoup fait pour sa ville, il l'a transfiguré. Montfermeil a longtemps été assimilé à une ville dans laquelle il y avait beaucoup de problèmes de logement, de copropriété dégradée, mais aussi de parcs locatifs en difficulté. Et pour ces raisons-là, il était normal qu'on l'invite pour qu'il nous donne un regard d'élu local d'une ville très significative de la région capitale et plus largement avec les compétences qu'il a sur la politique du logement. Merci beaucoup, Xavier, d'être avec nous. Merci de votre invitation. Merci beaucoup. Un plaisir. Alors, on aura avec nous, ils vont nous rejoindre Rosine Ponant, qui est la directrice générale de l'Association nationale d'information sur le logement, l'ANIL, le réseau des ADIL, qu'on ne va pas présenter devant des participants qui sont tous avisés des questions de logement. Et on aura avec nous, un petit peu plus tard, quand il le pourra, il va sortir d'une réunion qu'il pilote, le sénateur Hervé Marseille, élu local également, président du groupe de l'Union centriste au Sénat, et qui compte aussi parmi les maires très avisés des questions de logement, et un maire bâtisseur, voilà, je le dis volontiers, comme l'est Xavier, donc des maires qui, de ce point de vue-là, ne souffrent pas de critiques. Alors, je vais passer la parole à mes co-organisateurs. Vous savez, on a créé, lors du premier confinement, cet espace de débat avec Émilie Jousset, qui préside l'UNIS du Grand Paris, avec Benjamin Darmouni, François-Emmanuel Borel, qui sont auprès d'elle pour piloter ce pôle territorial de l'UNIS. Je rajoute que le cercle désormais est détaché de tout lien particulier avec les syndicats. On est complètement œcuménique et on en est peu fiers. On n'est pas peu fiers. Donc, Émilie, je te laisse nous accueillir et puis à ta suite, Benjamin et François-Emmanuel. Et on entre dans le vif du sujet. Merci Henri. Oui, effectivement, on a voulu, c'est ça que les managers de l'immobilier, au-delà des clivages ou voilà, des chapelles personnelles, hors syndicat, hors ALPA. Le but, c'est de débattre sans tabou, franchement. Et c'est vrai que dès le premier confinement, comme tu l'as dit Henri, on a évoqué ce problème des impayés, puisqu'on était persuadé que cette crise allait être plus importante qu'elle ne paraissait dès le début et avoir des répercussions sur les loyers d'habitation. Effectivement, aujourd'hui, on entend encore des thèses un peu dissonantes entre confrères et personnes qu'on rencontre au quotidien dans l'exercice de nos métiers ou de nos actions syndicales. Et c'est pour ça qu'on a voulu aujourd'hui faire un focus précis là-dessus avec chacun d'entre vous. Donc, je vous remercie chacun individuellement de votre participation active et on attend de vous une parole franche et libre. Merci François-Emmanuel, Benjamin, dans l'ordre que vous voulez. Mais il en faut un qui commence. Bon, bonjour à tous. On a connu
dans cette période extrêmement difficile, un premier confinement, un deuxième confinement. On n'est pas encore sorti de ce deuxième confinement. On a eu des locataires de locaux commerciaux qui ont beaucoup souffert, qui souffrent encore. Et la répercussion que cela a sur nos métiers, c'est aujourd'hui de grands nombres de demandes de leur part pour que les bailleurs prennent leur parti de cette crise. Des annonces ont été faites par les pouvoirs publics. Elles ne sont pas encore officialisées. Nous n'avons pas encore le projet de loi de finances pour avoir le montant, le pourcentage du crédit d'impôt qui sera offert aux bailleurs. Donc, on répond à nos locataires comme à nos bailleurs qu'on est dans une situation d'attente. Tout cela va avoir quoi comme répercussion? Forcément, ça va toucher l'habitation. Ça va toucher l'habitation parce que autant le fait que les agents immobiliers étaient le maillon de l'immobilier, eh bien, nos locataires aujourd'hui de locaux commerciaux seront certainement aussi locataires de nos appartements. Et par définition, cela va, à mon sens, engager des problématiques sur le paiement des loyers d'habitation. Et je suis très heureux qu'on soit là ce soir pour essayer d'éclairer les professionnels sur ce sujet. Merci beaucoup. François-Manuel, un petit mot. Et comme d'habitude, on attend beaucoup d'enseignements de cette conférence. Je suis sûr que nous en aurons, non seulement sur des prismes qui sont un peu plus larges que nos propres activités, et tout ça avec le souci, en effet, on s'était dit dès le début qu'il y aurait un choc psychique pour chacun d'entre nous. Je ne suis pas sûr qu'on en soit encore sorti et que les gens émergent véritablement. Donc, à nous de voir ce qu'il en est. Peut-être aurons-nous quelques solutions, quelques préventions. En tout cas, un observatoire me semblait assez nécessaire de toute façon parce que je pense qu'on va recouvrir beaucoup de formes finalement très différentes de réactions des uns et des autres et des impacts sur les uns et les autres. Donc, j'attends déjà des éclairages dès ce soir. Je vous en remercie par avance. Merci beaucoup. Je vais donner la parole à Michel Fréchet, président de la Confédération Générale du Logement. Il est un grand témoin au titre de l'action menée par la CGL pour le compte des locataires, mais sans doute aussi des copropriétaires qui peuvent rencontrer des difficultés, même si on entend beaucoup la CGL sur la relation locative. Je voudrais dire à chacun que ce cercle est un porte-voix puissant. Ce sont 800 participants qui sont de l'autre côté de l'écran, à défaut d'être dans une salle, ils sont dans une salle virtuelle. C'est dire l'intérêt pour cette question, c'est dire à quel point elle est actuelle. Et je remercie les trois co-organisateurs qui sont auprès de moi pour avoir dit franchement que on n'avait peut-être pas tout dit sur ce sujet. Peut-être même que dans la communauté professionnelle ou alentour, on a tu un petit peu cette difficulté. Et il n'est que temps de se dire la vérité sur l'actualité et puis sur les mois qui viennent. Cette crise, on sait qu'elle va durer quelques mois. On a des indicateurs forts sur la dégradation du marché de l'emploi. Benjamin l'a dit, on ne voit pas comment il n'y aurait pas un impact, même si on ne sent pas aujourd'hui totalement sa puissance. Voilà, donc une réunion sans tabou, où on va se dire la vérité avec des représentants de la communauté professionnelle, de l'univers associatif et puis de l'univers des élus. Je passe la parole à Michel Fréchet. Michel, la CGL, c'est l'une des voix fortes dans l'univers des relations locatives, mais aussi de la copropriété. Quel est le constat aujourd'hui qui est fait par ton association? Est-ce que tu as le sentiment qu'on voit ça, ou est-ce que justement cette réunion d'aujourd'hui a une utilité particulière? Derrière le constat que tu vas nous faire partager, est-ce qu'il y a des demandes? Alors, allez, je mets les pieds dans le plat. Ton collègue homologue de la Confédération nationale du logement, la CNL, Elie Jacquemart, a fait des demandes fortes, gel des expulsions, gel des loyers. Bon, bref, il y a une demande de l'univers associatif, représentatif des utilisateurs du logement, on va dire. Ton regard diagnostique, ton regard thérapeutique. Voilà. Alors, le regard diagnostique d'abord. Je pensais moi-même
lorsque ce second confinement est arrivé, que nous aurions une sorte d'explosion des difficultés des usagers. Et je ne cacherai à personne que j'ai été surpris de constater qu'il n'y avait pas d'explosion. Alors, certes, il y a de petites augmentations ici ou là, mais il n'y a pas d'explosion, du moins dans ce que nous voyons. Et qu'est-ce qui nous fait dire ça? C'est que nous, notre baromètre, c'est pas comme les bailleurs que j'ai entendus tout à l'heure, qui ont, eux, une liste de locataires, ils voient, en fonction du regard qu'ils font sur cette liste, si le loyer est payé ou ne l'est pas payé. Bon, nous, notre liste, si j'ose dire, c'est l'initiative des usagers qui nous téléphonent ou qui nous envoient un mail. Actuellement, ils ne peuvent pas nous téléphoner puisque tout le personnel du siège de la CGL nationale est en télétravail. Donc, quand ils téléphonent, ils tombent sur un message qui leur dit « Envoyez-nous un mail ». On leur donne en même temps le mail et donc nos relations se passent par mail. Et ce que l'on constate, eh bien, c'est qu'il n'y a pas d'augmentation forte des mails que l'on reçoit par rapport au premier confinement. Et surtout, ce que l'on constate aussi, c'est que, en gros, ce sont les mêmes problèmes qu'au premier confinement, c'est-à-dire des locataires qui nous disent « Ah, eh bien, comment est-ce que je fais pour remettre mes clés comment est-ce que je fais pour l'état des lieux du logement que je veux occuper, pour l'état des lieux du logement que j'occupe, etc. » S'il n'y a pas de demande forte concernant des impayés ou des difficultés à payer le loyer. Il y en a, hein, mais ça n'est pas pour l'instant une explosion, ce qui me fait dire et ce qui nous fait dire à la CGL que le plus dur est à venir. Pourquoi n'y a-t-il pas d'explosion selon nous? Probablement suite à diverses mesures qui ont été prises par les pouvoirs publics et qui ont permis, aussi bien dans le domaine économique d'ailleurs, qui ont évité que les choses ne s'effondrent. Je dois aussi souligner que nous avons passé un accord national avec l'USH. On a signé les 5 organisations nationales représentatives des locataires et l'USH. On a signé une charte nationale dans laquelle les uns et les autres s'engagent, et en particulier les bailleurs sociaux, s'engagent à suivre les locataires, à être aidants, je vais dire, durant cette période difficile. Et ce que l'on constate dans le domaine du logement social, mais aussi dans le domaine du logement privé, c'est qu'il n'y a pas, je le répète, une énorme augmentation. Par contre, il y a des choses, mais ça reste extrêmement minoritaire, donc on ne peut pas en tirer des constats d'une manière générale. C'est qu'on nous dit que les droits, enfin les usagers nous disent, nos droits ne sont pas toujours respectés dans cette période. Et on met en avant le confinement. Exemple, on veut contrôler des charges locatives, on nous dit, c'est pas possible, il y a le confinement, etc. Ça, ce sont quelques thèmes qui surgissent. Mais pour l'instant, je le répète, il n'y a pas d'explosion de difficultés. Encore une fois, ça ne veut pas dire qu'il n'y en ait pas. Et je le répète, vous allez dire que je radote, le pire est probablement pour les mois qui viennent. Alors, c'est très intéressant d'abord, merci de ta franchise. Cette conférence, ce débat n'est pas fait pour que on se sente malade ou qu'on sente des douleurs si on ne les ressent pas aujourd'hui. En revanche, je l'ai dit tout à l'heure, on est là pour anticiper sur les mois qui viennent. C'est tout l'intérêt d'un débat qui peut éclairer la décision publique. On est écouté aussi par des décideurs publics et on ne parle pas pour aujourd'hui, on parle pour demain. Et tu le fais très justement. Est-ce que d'ailleurs, ce que tu dis n'est pas le signe que, tu sais, ce qu'on appelait l'aléa moral au moment de 2014, la loi Allure, la tentative de créer une protection universelle des loyers, on a beaucoup entendu, mais le risque, c'est que le locataire qui rêve de ne pas payer son loyer, finalement, il ne le paie pas. Moi, j'ai l'impression que les ménages, qu'ils soient copropriétaires, qu'ils soient locataires, ont fait une priorité de l'acquittement de leur facture, finalement. Aujourd'hui, je veux dire, il y a aussi un engagement moral, mais à un moment donné, ça risque de se terminer quand il y aura une impossibilité, malgré la solidarité familiale, peut-être malgré un crédit conso, ça risque de craquer, quoi. Oui, écoute, j'ai coutume de dire quand je participe à ce genre de débat,
bon, je sors un certain nombre de critiques, ce qui est normal, je suis là pour ça. Hein. Enfin, je représente les usagers. Et j'ai coutume de dire que sur les rapports locatifs, dans plus de 90% des cas, les choses se passent très bien. Et donc là, et tu viens de le souligner, je pense effectivement que les locataires, comme les copropriétaires d'ailleurs, sont dans une période où, malgré les difficultés, parce qu'ils en ont, malgré les difficultés, ils mettent un point d'honneur à s'acquitter de leurs obligations, notamment à celle de payer les loyers ou encore à celle de s'acquitter des charges de copropriété. Mais comme tu le soulignes, ça ne va probablement pas durer éternellement. Le chômage, lui, par contre, commence à augmenter sérieusement. Il va continuer à augmenter, ne nous leurrons pas. À un moment, il faudra bien que les aides des pouvoirs publics s'arrêtent. Hein. On ne va pas s'endetter pendant des mois. Déjà, actuellement, on est dans une situation économique qui est quand même nettement dégradée. Donc, à un moment, tout ça va s'arrêter. Et c'est vraiment là où ça va être le moment de vérité. Ce que j'espère personnellement, c'est que l'économie de notre pays, qui a montré d'ailleurs qu'elle était plutôt réactive, eh bien, une fois cette période difficile passée, se réactive très fortement et que nous arrivions dans un temps pas trop long, à retrouver un certain nombre d'équilibres. Mais ça demandera quand même un peu de temps. J'espère, mais je ne le pense pas, mais ça c'est une opinion tout à fait personnelle, qu'il n'y aura pas d'effondrement économique, mais encore une fois, que ce soit au niveau économique ou que ce soit au niveau des usagers, pour l'instant, j'ai envie de dire, ce que l'on a mis en place pour que les choses ne s'effondrent pas, ça tient, pour l'instant. D'accord, parfait. À ce jour, tu vois une différence entre les locataires, les usagers, je reprends ton mot, du logement HLM. On interrogera tout à l'heure nos élus aussi sur le sujet qui sont très proches des organismes HLM, de leur commune, de leur territoire. Mais tu vois une différence entre les locataires du social et les locataires du privé en termes de dégradation, ou pour toi, tu dirais que les deux populations arrivent à tenir le coup aujourd'hui? Écoute, très honnêtement, tu veux qu'on soit honnête, très honnêtement, on ne voit pas de différence. D'accord. Et en termes dans le thème de notre soirée, on disait du constat de la situation économique aux craintes qu'on peut avoir de décisions publiques qui seraient mal ajustées. Tu as des demandes, toi, j'évoquais ton collègue de la CNL, et vous pouvez avoir des différences d'appréciation. Tu as des demandes spécifiques? Est-ce que tu dis qu'il faudrait aider les bailleurs? Je pense à la mesure pour le tertiaire qui a été proposée par Bruno Le Maire, un propriétaire qui remettrait un mois de loyer tertiaire, on ferait un effort pour lui en termes de crédit d'impôt. Est-ce que c'est quelque chose que tu imagines, ou est-ce que tu dis aujourd'hui, il faut voir venir, je n'ai pas de demande particulière? Non, on a des demandes, bien entendu, et on a notamment une demande qui, pour l'instant, n'est pas satisfaite, qui est identique d'ailleurs à celle de la CNL. On a une demande de création d'un fonds national d'aide à la quittance. D'accord. Pourquoi est-ce qu'on demande ça? Parce qu'on nous dit, il y a les FSL. Oui, sauf que pour bénéficier du FSL, il faut être en impayé de loyer pendant, si mes souvenirs sont exacts, pendant 3 mois, je crois, ou 2 mois, quelque chose comme ça. Ça n'est pas rapide. Alors que l'intérêt d'un fonds national, c'est que les aides peuvent arriver très, très vite. Ça, c'est une demande qui est très forte chez nous. En ce qui concerne, comme demande certaines associations, un moratoire pour les augmentations de loyer, etc., oui. J'avoue qu'on n'est pas contre, mais je rappelle aussi qu'on est dans une période, alors là je comprends le moratoire d'augmentation des loyers et celui des expulsions, on est dans une période de trêve hivernale, donc pour l'instant il n'y a pas d'expulsion physique, mais pour avoir entendu un représentant des huissiers de justice, il constate, lui, qu'il y a quand même une augmentation des expulsions et que probablement à la fin de la trêve hivernale, là, on découvrira une certaine montée des expulsions locatives. Ça, c'est un risque qui inquiète tout le monde et à commencer par nous, bien entendu.
Merci beaucoup, Président. Je vais peut-être donner la parole d'abord et ensuite on recueillera le constat en contrepoids de celui du Président de la CGL, de nos administrateurs de biens, aussi bien en gestion locative qu'en copropriété. Xavier Lemoine, alors, quand on est maire, d'abord on est récipiendaire de toutes les inquiétudes, de toutes les demandes de la population, et en particulier en matière de logement. Ça, c'est toujours vrai. Qu'est-ce que tu entends aujourd'hui dans cette ville de Montfermeil qui est très représentative voilà, d'une population qui peut être fragilisée rapidement par les circonstances économiques, regard sur la population du logement social comme du logement privé, tu as les deux dans ton parc. Voilà, ton regard. Une proposition a été faite par Michel Fréchet. On s'est retrouvés il n'y a pas très longtemps pour la journée Solidarité Logement, Xavier, et je t'ai entendu t'exprimer aussi là-dessus. L'idée d'un fonds de solidarité a été émise. Quel est ton avis ou sur tout autre dispositif public que tu jugerais nécessaire, réaliste ou irréaliste? Alors, en tant que maire, j'ai une bonne, voire assez bonne visibilité sur ce qui se passe dans le logement social. Et le protocole qui a été signé par les organisations, les associations représentant de locataires, l'USH et les bailleurs, et les chartes qui en ont découlé, bailleur par bailleur, sont assez opérantes. C'est-à-dire qu'on a maintenu un minimum de tout ou partie du loyer. En contrepartie de ça, il y a un accompagnement et une étude au cas par cas de chacune des situations vraiment individualisées. C'est du cousu humain. Ensuite, il y a des délais, il y a des échelonnements. Donc, ces gens-là sont très, très bien accompagnés. De surcroît, et on peut le dire, alors, j'accepte qu'il n'y a pas d'explosion. En revanche, dans les mairies, on voit une explosion sur le fonds de solidarité énergie. On a vu et on continue de voir une explosion sur les demandes de bons alimentaires. Et donc, j'accepte qu'effectivement, les ressources des familles aient été concentrées sur la préservation, je dirais, du paiement ou toute partie du paiement du loyer. En revanche, on a énormément soulagé les familles sur tout ce qui est alimentaire et énergie. D'autre part, il y a eu, dès le premier confinement, et on le revoit aujourd'hui, intrafamilialement, intra-quartier et intra-communautaire, des initiatives de solidarité où, par exemple, pour la nourriture, eh bien, ils commandent en gros des centaines de kilos de riz, de ceci, de cela, qu'ils se répartissent après, ce qui fait que ça fait totalement écrouler le budget consacré à la nourriture, ce qui permet justement de pouvoir honorer ce qui semble être plus vital. Donc, il faut voir qu'on a effectivement quelque chose d'assez bien protégé, de bien accompagné. En revanche, je suis beaucoup plus en difficulté pour connaître ce qui se passe sur le logement libre, parce que là, on n'est pas en relation avec des bailleurs qui nous disent ce qui se passe et ce qu'ils font. Ce sont des propriétaires multiples qui diffus. Et donc là, on n'y voit pas clair du tout, et encore moins sur toutes les personnes qui sont dans un point d'accession à la propriété et donc avec des ressources. Alors effectivement, l'amortisseur organisé par l'État fait que certains chocs sont amortis pour certaines catégories de population, et je pense que c'est dans les semaines ou dans les mois qui viennent qu'on aura véritablement le gros des plans sociaux, même si quand on regarde actuellement ce qui se passe, c'est quand même par milliers qu'un certain nombre de sociétés licencient. Ce qui va advenir du commerce de proximité, je dirais, et quand même, et de la restauration et de tous les personnels qui gravitent autour de cela, est à mon avis un sujet, en tout cas en Île-de-France, me semble-t-il. Et donc, je pense qu'on va avoir des effets différés dans le temps qui vont monter en puissance. Et donc, je pense qu'il ne faut pas relâcher sa vigilance. La question des commerces et de toute autre chose, je sais que les collectivités sont des fois propriétaires des murs. Donc là, il y a eu des efforts de fait importants. Les territoires et la métropole ont fait des efforts importants. Lorsqu'on a affaire des investisseurs ou également des particuliers, eh bien, là aussi, il y a une très forte disparité de traitement. Et donc, pour des situations comparables sur le plan économique au regard de son activité commerciale, la relation où selon que l'on est propriétaire d'un propriétaire là, les situations sont extrêmement disparates et je pense qu'il y a des faillites qui seront expliquées uniquement par cette disparité de traitement.
voilà, Oui, vu de mon balcon, ce que je peux. Ouais. Alors, très intéressant. Je vais tout à l'heure interroger d'ailleurs nos administrateurs de biens sur le sujet. C'est-à-dire que dans l'univers privé, il y a peut-être des efforts, des ajustements, des assouplissements qui seront obtenus de la part des locataires. Et peut-être que ces solutions seront invisibles mais efficaces. On voit qu'il y a une vraie différence entre ceux qui vont trouver des solutions entre eux et ceux qui ne vont pas en trouver. Sur les dispositifs publics, ta réaction. Alors aujourd'hui, il y a plusieurs sujets. Il y a la question des aides de personnalité au logement, aides qui avaient été réduites. Désormais, on a une contemporanéité, l'appréciation du besoin des aides par rapport aux revenus des ménages. C'est plutôt favorable aux ménages en période de baisse de revenus. Qu'est-ce que tu penses? Est-ce qu'il faut un fonds spécial? Je reprends les propos de Michel Fréchet, mais c'est aussi la demande d'autres organisations de consommateurs. Ton avis sur les dispositifs publics? Je vais redire ce que j'ai effectivement tenté d'indiquer la dernière fois. Je ne suis en rien hostile à des mécanismes de solidarité. Je vois que parfois, trop souvent à mon goût, ça déresponsabilise. Enfin, le mécanisme, je dirais, d'accession et de mobilisation de ces aides est peut-être une tentation à la déresponsabilisation. Et là, on discrédite tout le dispositif. Et donc, oui, à une solidarité accrue, dès lors qu'on a maintenu au maximum la responsabilisation des familles et qu'on n'est pas allé trop rapidement sur des facilités qui ne sont plus supportables et qui viennent, je dirais, rendre difficile l'explication politique de ces politiques de solidarité. Voilà, donc sur une ville comme Montfermeil, j'en ai fait l'expérience, il y a quand même eu, je prends l'exemple de Lannerue, par exemple, 350 millions d'euros d'investis. Quand on a investi 350 millions d'euros sur un quartier, il est normal qu'en retour, on ait un minimum d'exigences. Bien sûr. Exigences fermes. Et auquel cas, je peux justifier les 350 millions d'euros. Mais je pense au parallèle là pour faire comprendre que tout effort doit être protégé par cette responsabilisation qui doit être de mise. Et attention, voilà, je le redis différemment de la dernière fois, mais ça revient à ça. Donc, aucune hostilité, mais attention à ne pas déresponsabiliser. Pour apporter ton propos à la collectivité dont tu as la responsabilité, combien d'habitants à Montfermeil et un petit mot sur la sociologie de ces habitants? Écoutez, il y a 27 000 habitants. Nous sommes pile poil dans le revenu moyen des habitants de la Seine-Saint-Denis, c'est-à-dire 21 000, 22 000 euros par an. Oui. Voilà, même si à l'intérieur c'est très contrasté, mais comme je l'indiquais, j'ai une progression assez forte des revenus et comme des résultats scolaires d'ailleurs dans les anciens quartiers politiques de la ville qui ont bénéficié de restaurations extrêmement lourdes. Et attention, aujourd'hui, c'est dans les grandes nappes pavillonnaires du nord, de l'est et du sud de Paris qui sont des pièges à pauvreté. Jean-Louis Borloo dit que ce sont les nouvelles favelas de France, et je le crains. Et donc, les pièges à pauvreté sont dans le pavillonnaire, et les difficultés économiques que j'ai et sociales les plus aiguës ne sont plus dans ces anciens quartiers qui ont fait l'objet, d'un traitement approprié de la part de l'État à travers l'ANA, l'ANRU, mais le pavillonnaire. Et c'est lui qu'il faut surveiller de très près. Et là, on est assez démunis, les pouvoirs publics sont assez démunis en termes de politique publique. D'abord, c'est diffus, c'est très difficile à détecter et ensuite à venir aider. Le taux de chômage de ta commune est dans la moyenne Il est dans la moyenne, mais là aussi, c'est très contrasté. Et les jeunes, je dirais, représentent, je crois qu'on doit être à quasiment 30% ou 35% du chômage des jeunes. Ensuite, je dirais, les choses s'améliorent. Puis dès qu'on a dépassé 48, 50 ans, les choses se dégradent encore très fortement. Donc là aussi, il faut regarder tranche d'âge par tranche d'âge pour apprécier les efforts à apporter ou les difficultés. Et pas de dépendance à un secteur d'activité particulier, je veux dire par différence avec, je pense à Toulouse, voilà, bon, il n'y a pas de crainte liée à un secteur qui serait affecté et dépendrait beaucoup des ménages? Notre territoire, notre ville est située à 15 km de Roissy, de Marne-la-Vallée et de Paris. Donc je dirais la variété, je dirais, des professions que l'on peut accéder à partir de villes telles que les nôtres font que les choses s'équilibrent assez. Alors, effectivement, le domaine de la restauration qui s'effondre, ce n'est pas neutre chez nous.
L'aéroportuaire, ce n'est pas neutre également. En revanche, le bâtiment, lui, pour l'instant, est préservé. Donc, voilà, oui. Les choses arrivent à s'équilibrer. Et à l'intérieur même des familles ou des communautés, eh bien, il y a cette entraide fait que celui qui travaille dans les cuisines, mais le cousin ou le frère travaille dans le bâtiment. Il y a cette solidarité intrafamiliale, intracommunautaire et intraquartier est aussi un bon et bel amortisseur à tout cela. Pour finir, on reviendra vers toi, mais est-ce que tu crains, ou en tout cas, est-ce que tu anticipes des demandes de logements sociaux au sein de ta ville? On sait qu'on se tourne beaucoup vers le maire, même s'il n'a pas tout pouvoir en la matière, mais des demandes de logements sociaux de la part de ménages qui ne seraient plus en situation de rester dans le locatif privé notamment. Tu as quel pourcentage de logements sociaux d'ailleurs dans ta ville? J'ai je dirais le réglementaire, les 25. Là. 25, d'accord. Il n'y a pas de souci, 30, je ne sais plus. D'accord. Le préfet ne me fait pas de lettre d'observation. Donc il n'a pas d'amende, c'est bien. Je ne sais pas si… marginalement, oui, on a régulièrement effectivement des personnes, hélas, qui à un moment, pour un accident de la vie, alors soit professionnel, soit familial, décrochent et qu'on est obligé effectivement et qu'on raccroche sur du logement social après avoir connu un autre type d'habitat. C'est l'accession que je reste interrogatif sur tous ces jeunes ménages qui se sont lancés dans l'accession, qui est quand même une aventure au long cours. Et là, je reste prudent et je crains un certain nombre de pépins. Et là, c'est plus très intéressant. On va aller maintenant vers nos deux représentants de l'administration de biens. Allez, on va demander à Olivier Ancio. Les deux portent le même prénom, c'est plus facile pour moi. Olivier Ancio est un spécialiste de gestion locative, si tu connais tous les métiers, mais aujourd'hui, c'est ta mission. Alors, dans le parc privé, on vient d'entendre le propos de Xavier Lemoine qui dit « Moi, j'ai une bonne vision de ce qui se passe dans l'univers social, aussi parce qu'il y a des indicateurs et puis qu'il y a une concentration. Les bailleurs sociaux, aller dans une ville, on va en avoir 2, 3 ou 4 au maximum, et donc c'est plus facile de faire une photographie. Les bailleurs diffus, comme on le disait avec Xavier, voilà, ils sont là, et finalement, si on n'est pas l'administrateur de biens avec un portefeuille face à soi, on n'y voit pas clair. Alors justement, ton regard, le groupe Loisel d'Aigremont, c'est un gros opérateur, notamment dans la région capitale, mais aussi ailleurs. Ton constat, est-ce que, comme Michel Fréchet, tu dis on ne sent pas la dégradation, mais de manière très fine, est-ce qu'on a des signaux faibles, comme on dit, qui pourraient devenir des signaux forts? Est-ce qu'on a déjà des signaux forts? Ton diagnostic au moment où on parle. Et tes craintes aussi pour l'avenir immédiat, bien sûr. Je vais essayer d'exprimer tout ça de façon la plus concise. Mon constat va concerner avant tout, pour l'activité du groupe Loiselet et d'Aigremont, la région parisienne, là où on est le plus implanté, avec évidemment plusieurs degrés de lecture. Je pense que les différents acteurs qui ont pris la parole avant moi ont fait un constat global avec lequel je suis plutôt en accord, d'une absence constatée à ce jour d'une explosion du taux d'impayés. Mais évidemment, une fois qu'on a dit ça ne suffit pas, puisque la situation recouvre de multiples situations. Ce qui est sûr, c'est qu'à l'occasion du premier confinement, nous avons constaté globalement une augmentation des demandes d'étalement de loyer. Et je reviens aux propos qui ont été tenus tout à l'heure sur l'engagement de responsabilité pour l'essentiel des locataires, parce que pour l'essentiel, pour la très grande majorité des accords locatifs qui ont été trouvés, il y a eu un grand respect de l'étalement de ces loyers. On ne le constate pas encore à l'occasion du deuxième confinement, peut-être était plus court que le premier, donc c'est peut-être ce qui peut expliquer la chose, mais je suis d'accord aussi avec le fait que on est à la veille sans doute de la constatation d'une dégradation plus importante à venir. Alors là, je parle évidemment du logement. Nous avons, c'est l'intérêt aussi dans mon propos, l'expérience dans le groupe Loisel d'Aigremont du parc locatif privé, mais également du parc aidé avec des grands partenaires comme Foncière Logement. Globalement, là encore, je ne peux pas dire qu'il y ait une différenciation notable dans le comportement de règlement des loyers des deux secteurs. Il en va évidemment, ça a été dit tout à l'heure, totalement différemment pour nos locataires commerciaux. Et là encore, il faut évidemment différencier
la personnalité des bailleurs. Là où il y a eu beaucoup plus de facilité à obtenir et à contractualiser des accords locatifs, franchise totale ou partielle sur la période, franchise de loyer totale ou partielle sur la période de confinement ou étalement des règlements ont évidemment été beaucoup plus faciles à obtenir avec des grands propriétaires. C'est pas une appréciation, c'est des propriétaires dont c'est le métier, donc foncière ou assimilé, et évidemment beaucoup plus de difficultés avec des plus petits propriétaires dont les revenus locatifs constituent tout ou partie, et parfois une partie très importante de leurs revenus. Puisque la solidarité dans ces conditions-là est évidemment beaucoup plus difficile à faire comprendre à nos bailleurs, d'autant que le deuxième confinement aidant, les raisonnements des locataires du premier confinement qui ont été en partie satisfaits reviennent. Et on a évoqué tout à l'heure les dispositions envisagées dans la loi de finances pour les bailleurs. Là encore, il faut imaginer que pour les petits propriétaires, on leur demande quand même, en termes de trésorerie, des efforts importants, même s'ils vont évidemment, et on l'espère, pouvoir entrer dans le cadre des dispositions qui sont envisagées, mais ils ont quand même apporté un risque pendant un certain nombre de mois. Et je pense que personne aujourd'hui ne peut dire avec certitude quand la reprise économique sera constatée. Bien sûr. Est-ce que tu penses, comme Michel Fréchet le disait, comme Xavier Lemoine, que les difficultés, en tant qu'administrateur de biens, tu dois anticiper ça, sont devant nous à 3 mois, 6 mois, plus qu'on ne les connaît aujourd'hui dans le locatif? Je le crains. Je le crains, effectivement. Je le crains. Alors, est-ce que c'est 3 mois, est-ce que c'est 6 mois? Je ne sais pas, mais très probablement, on constatera une dégradation conséquente sur le printemps 2021. Je le crains. Oui. Les demandes que tu évoquais tout à l'heure, alors bon, il y en a à longueur de temps. Hein, c'est une partie du travail de l'administrateur de biens, de plans d'apurement. Je confirme. Voilà, bon, parce que voilà, des difficultés peuvent toujours surgir dans une vie. Là, il y en a plus que d'habitude. Tu évoquais le premier confinement. C'était des ménages dont le lien avec l'activité était immédiat, c'est-à-dire en clair, plutôt un restaurateur qui était empêché de travailler, c'est toujours le cas. Et donc, son loyer, il y a un lien immédiat, il ne peut pas le payer. C'était la typologie de ceux qui, même s'ils ne sont pas statistiquement très heureux, sont en difficulté ou l'ont été ces derniers mois. Oui, bien sûr, il y a un lien assez direct, effectivement, entre la dégradation de l'activité économique du locataire et son impossibilité ou sa grande difficulté à couvrir le loyer. Bien sûr, il est évident que la communauté, si j'ose dire, des salariés a été plus protégée dans ces conditions et a donc, dans la très grande majorité, régler son loyer sans véritable difficulté parce qu'il disposait par ailleurs des dispositifs qui ont été notamment mis en place par le gouvernement. Donc, bien sûr, ceux qui économiquement sont les plus fragiles vont être les premiers à avoir des difficultés et à revenir vers nous pour demander des aménagements. Ça, c'est très D'accord. Ton regard sur… Alors, on parlait des dispositifs. On a parlé notamment avec… le maire qui s'est exprimé juste avant, et puis je ferai s'exprimer bien sûr l'autre élu parlementaire qui nous rejoindra quand il sera avec nous, mais dispositif public c'est une chose, et puis un dispositif privé ou semi-public. Je pense évidemment à la garantie Visale, je pense aux produits de garantie contre les impayés de loyer. Ton groupe, j'imagine, en distribue et protège les propriétaires bailleurs. Ton avis sur ces produits-là aujourd'hui, est-ce qu'ils seront bien utiles? Est-ce qu'ils vont devoir jouer? Est-ce que tu incites, j'ai entendu des administrateurs de biens dire aujourd'hui, dans cette période où le risque est peut-être devant nous, on dit à nos propriétaires, vous n'aviez pas voulu vous garantir, faites-le, il est encore temps. Oui, bien sûr. Je crois que c'est une récente étude publiée par Se Loger qui concluait que près de la moitié des bailleurs avaient la volonté de couvrir ce risque et de mieux se couvrir en termes d'impayés de loyer. Donc, c'est effectivement le moment. Alors, je ne reviens pas sur tout l'intérêt de la garantie Visale, quoique elle ne s'applique pas à toutes les locations et à tous les locataires. Je vous confirme effectivement, sans publicité outrageuse, que notre groupe propose…
voilà, par l'intermédiaire d'un grand assureur ce type de couverture, différencié d'ailleurs entre le logement et les baux commerciaux. Mais il est évident que nous avons plutôt un intérêt commun de proposer à nos mandataires bailleurs de couvrir ce risque, car encore une fois, il serait totalement inapproprié de considérer que le printemps qui vient ne connaîtra pas une augmentation conséquente des impayés. Et encore une fois, avec des comportements des locataires qui aujourd'hui sont, pour la plupart d'entre eux, très responsables, mais il est évident qu'il y a un moment donné où la responsabilité ne suffira pas quand les conditions économiques ne permettent plus le règlement aisé des loyers. C'est une évidence. Aujourd'hui, un assureur que vous avez pour partenaire, on ne fait pas de publicité, mais encore une fois, ton groupe est… Je peux le dire comme ça. Ça lui fera plaisir. Si vous écoute, c'est la SMA qui nous accompagne. Et bien voilà, c'est une grande maison. Bon, c'est une grande maison. Bref, cet assureur-là ou d'autres, tu connais bien ton univers, aujourd'hui joue encore le jeu. C'est-à-dire, moi, je suis propriétaire bailleur, j'ai un logement ou deux, je peux encore me garantir si j'ai pas de situation particulièrement dégradée, mais que ça peut m'arriver. Tout à fait. Moi, je le confirme, en tout cas pour le partenaire avec lequel nous sommes. Donc, effectivement, ils jouent le jeu et ils jouent pleinement, là, également, l'inverse de ce que faisaient les locataires. C'est leur responsabilité aussi, collective, dans une période tendue. Si j'ose dire, c'est le moment de compter sur nos partenaires précisément assureurs. C'est quand il y a un sinistre qu'on compte sur eux. En tout cas, sur le marché, il n'y a pas non plus 50 produits existants, mais globalement, la solidarité des assureurs joue aujourd'hui pleinement. D'accord. Merci beaucoup, Olivier. Je vais passer à ton confrère, l'autre Olivier Safar. Alors, Olivier, on a voulu traiter, et quand Roselyne Conan, je ne sais pas si elle est encore avec nous, mais s'exprimera, elle parlera aussi au titre de l'Observatoire qui s'est créé des deux sujets, des loyers et des charges. Et on entendait Xavier Lemoine dire, mon inquiétude peut-être la plus forte, porte sur l'accession à la propriété. Et donc, ces ménages qui sont en copropriété dans nos villes et qui ont donc des charges à acquitter, des charges de copropriété, des charges courantes, mais qui peuvent aussi être des charges attachées à des grands projets de travaux. Alors, ton constat, le groupe Safar, c'est pareil, c'est un portefeuille important dans la région capitale très, très largement, avec, j'imagine, une sociologie très, très diverse d'habitants. Oui. Ton regard sur le recouvrement des charges, c'est la mission du syndic. Est-ce que c'est plus difficile? Est-ce que ça tire? Est-ce que tu anticipes des difficultés? Là encore, diagnostic, les solutions, après on en parlera, c'est plus compliqué dans l'univers de la copropriété. On commence par le diagnostic. Merci Henri, tu as raison. Au niveau aujourd'hui des charges de copropriété, on ne voit pas une augmentation extraordinaire des impayés. Ce n'est pas la réalité. On voit effectivement des copropriétaires qui ne payaient pas déjà auparavant et qui justement en profitent en disant mais c'est difficile et ils recommencent à ne pas payer, toujours les mêmes. La dégradation n'est pas sur le montant des charges en copropriété au titre des charges courantes. En revanche, la dégradation vient et va venir de façon plus importante encore sur les travaux qui vont être votés en Assemblée générale et pour lesquels on va engager des travaux, notamment travaux de réparation, mais aussi travaux de rénovation énergétique et tout ce qui est fixé aussi dans le plan de relance, qui est quand même un point important. Je voudrais quand même rappeler à tous qu'on est parti sur un problème de relance économique et de relance dans le principe de la construction, dans la relance des travaux dans les immeubles. Et c'est vrai que c'est un point important. Les immeubles ont besoin d'être entretenus, d'être réparés, d'être rénovés, aucun doute là-dessus. Et surtout de retrouver une partie un peu plus énergétiquement sympathique ou positivement pour tous, c'est-à-dire améliorer cette rénovation énergétique et cette étiquette pour la mettre un peu plus verte. Ce point-là, il a démarré récemment, on est en train de le mettre en place et on se rend compte qu'effectivement, pendant la période de confinement et pendant cette deuxième période de confinement, toutes les assemblées générales que l'on a convoquées ont eu très peu de travaux à voter. C'est-à-dire que si on a voté quelques ravalements, c'est peu, c'est peut-être 3, 4, 5 immeubles au lieu des 150 immeubles habituels. Il y avait peut-être des injonctions de la mairie en plus. Et voilà, certaines ont eu des injonctions, certaines ont eu des obligations. Et effectivement, ça s'est fait. Mais globalement, la plupart des immeubles ont décidé dans leur
assemblées générales de reporter ces points, pour deux raisons. Première raison, c'est que nos assemblées générales en présentiel, très peu. Beaucoup d'assemblées générales en vote par correspondance, certaines pour des petites copropriétés en visioconférence, mais pas trop nombreux, parce que dès qu'on est plus de 5 ou 6 personnes, plus personne ne s'entend, plus personne ne s'écoute, et les votes, bien évidemment, ne sont pas clairs, ni d'un côté ni de l'autre. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, c'est qu'ils ont voulu tous faire très attention aux dépenses pour ne pas se retrouver en difficulté. C'est-à-dire que nos copropriétaires sont aussi dans un attentisme certain et surtout dans une attente en disant on ne va pas dépenser, on ne va pas engager de travaux, on ne sait jamais ce que ça va être dans 3 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans. Parce que je rappelle que quand on engage des travaux de ravalement ou des travaux de rénovation énergétique, la plupart du temps, ça dure 1 an et demi, 2 ans, voire 3 ans, ces travaux. Et les copropriétaires ont une peur très clairement indiquée sur ces travaux à réaliser sur 1 an et demi, 2 ans ou 3 ans. Quand tu parles d'ailleurs de ces copropriétaires, tu le fais de façon générique, ce qui est normal. Si tu devais préciser, il y a une sociologie particulière ou est-ce que le ménage de cadre a autant d'inquiétudes qu'un ménage qui a des revenus moindres, profession libérale? Est-ce que tu sens cette ambiance générale pour l'ensemble des copropriétaires d'un portefeuille tel que le tien? Alors, au départ, on avait dit oui, c'est la même chose. C'est généralisé tant sur l'ouest parisien que sur l'est parisien. Oui. Aujourd'hui, on le voit un peu plus sur l'ouest parisien, où on a l'impression qu'on a personnes qui sont non plus uniquement des cadres ou des salariés, mais qui sont aussi des professions libérales, qui sont des commerçants, parce que certains de nos copropriétaires sont commerçants, parce que c'est la réalité, ils sont propriétaires de leurs appartements, et quand il y a des travaux engagés, ils me répondent, on va attendre Monsieur Safar, pour l'instant on est inquiet, le PGE nous a permis de tenir, mais est-ce qu'on tiendra aussi longtemps qu'il le faudra? Donc ça, c'est une réalité, ils ont peur. Et on a maintenant la même analyse sur la partie est parisienne, non pas parce qu'ils ont plus peur, mais parce qu'ils se disent, si ma société dépose le bilan, je serai licencié. Et c'est une vision différente pour eux, une analyse différente. Alors peut-être qu'il y a un premier effet et un deuxième effet, mais on voit aujourd'hui arriver les deux clairement sur le marché, avec en disant, on ralentit, on freine, on reporte ce point à l'année prochaine, on ne l'abandonne pas, on a bien compris, mais on évite de se retrouver en difficulté sur 2021 ou 2022. Et moi, j'en suis très malheureux parce que le plan de relance qui a été mis en place, avec notamment ma prime rénov pour les syndicats des copropriétaires, c'est disponible à partir de janvier, mais nos assemblées de copropriétaires, on peut voter de travaux, donc on ne pourra pas les obtenir. Et si ça s'arrête en 2022, ça va être un peu court. Tu évoquais aussi les modalités des assemblées générales qui sont aujourd'hui dégradées, c'est-à-dire en tout cas, j'assume ce mot, c'est ou par correspondance ou en visio. Bon. Toi, tu prêtes au vrai débat qui a lieu dans une vraie assemblée générale la vertu aussi de pouvoir convaincre, embarquer plus que les autres modalités. Oui, c'est très important. Quand on a des travaux importants dans une assemblée générale, vous avez le conseil syndical qui est présent, qui a été moteur avec le syndic, et vous avez souvent l'architecte ou le bureau d'études. Et tout cela viennent expliquer, viennent répondre aux questions des copropriétaires qui sont légitimes. C'est logique. Quand on va engager des travaux qui, dans certains cas, font 300 000, 500 000, 1 million, 2 millions d'euros, c'est très important. Il faut que les copropriétaires sachent jusqu'où ils vont, quels points ils mettent en avant, quels avantages ils vont avoir, parce que ça va leur coûter beaucoup d'argent. Et deuxième question, c'est en combien de temps on l'amortit? Ça, c'est une deuxième analyse. Et notre troisième analyse, c'est comment on le finance. Et ça, c'était une difficulté parce que les crédits copropriétés, à un moment, le crédit foncier s'est arrêté. Ça a été repris par la Caisse d'épargne Île-de-France. Mais le temps de se mettre en place et de retrouver une machine qui tourne avec une possibilité de valider ce type de crédit en ligne, c'est arrivé que depuis 1 mois. Donc, on a repris les choses, on redémarre à nouveau, mais avec un nombre de copropriétés moins volontaires aujourd'hui qu'avant. Olivier, alors avec l'autorisation de Roselyne Collant, je vais donner la parole à Hervé Marseille parce qu'il est sorti d'une réunion pour être avec nous et je pense qu'il devra y retourner. Je sais qu'il fait à cette tribune virtuelle. Hervé, monsieur le sénateur, je t'autorise le tutoiement. Voilà, je ne vais pas travestir la réalité. Je veux dire te connaître
depuis très longtemps. Tu es sénateur des Hauts-de-Seine, tu es président du groupe de l'Union centriste du Sénat, tu as été vice-président du Sénat il y a encore 2 ans, voilà, 3 ans, et aujourd'hui, alors tu as eu beaucoup de mandats locaux, maire de Meudon pendant très longtemps, c'est une ville que tu connais très bien, et c'est aussi comme très proche d'une collectivité locale qu'on t'a invité. Et puis, tu es aussi administrateur d'un important office HLM que tu as piloté, qui est Seine-Ouest Habitat, c'est 8000 logements, je crois. Bref, tu as une vision panoramique de la situation des ménages par rapport au logement aujourd'hui, acquittement des loyers. On parlait avec tout à l'heure Xavier Lemoine, que tu connais, qui est avec nous, du risque que les accédants à la propriété soient en difficulté pour payer d'abord leur traite vis-à-vis de la banque et puis leur charge de copropriété. Donc, ton regard, et puis tu es parlementaire. On rappellera que la ministre du Logement, non seulement a voulu observer précisément, mais a donné une mission aussi à ton collègue de l'Assemblée, Nicolas Desmoulins, pour prévenir les expulsions, c'est-à-dire qu'il faut peut-être se préparer à des décisions publiques particulières. Est-ce qu'il va y avoir des aides particulières? Il y a la question des aides au logement. Est-ce qu'elles ont assez de souffle aujourd'hui? Voilà, donc un regard avisé de la réalité de terrain, privé, public, et puis aussi le parlementaire qui risque de voir arriver des projets de loi, des dispositions pour répondre à l'urgence de la situation. Merci Henri. Rapidement, effectivement, je crois qu'il y a beaucoup de sujets que tu as évoqués. On discute justement aujourd'hui même plan de relance il est indispensable, les autres mesures aussi d'ailleurs, mais il est un peu tardif parce que depuis le mois de juillet, on ne cesse de demander le plan de relance. Aujourd'hui, il est en cours de discussion. On parle de 100 milliards, en fait, il y en a eu 15 au PLFR, 3, il y en a 45 dans le budget, il faut attendre la fin de l'année, tout ça c'est pour l'année prochaine. Bon, sans parler de ce qui vient de l'Europe et qui n'est toujours pas réglé. Donc, on a un vrai sujet. Dans le plan de relance, il y a un trou dans la raquette, c'est le logement. Ça a été dit par beaucoup d'orateurs. Le logement, c'est, dans le plan de relance, essentiellement la rénovation énergétique. C'est ça. Quand on parle de rénovation énergétique, juste un mot, je fais partie des heureux propriétaires qui ont la joie, depuis quelques années, de participer à ce qui fait le sel de la vie, c'est-à-dire des réunions de copropriétaires. Qui n'a pas vu une réunion de copropriétaires n'a pas vécu. Dien Bien Phu, à côté, c'était une blague. Donc, à ma connaissance, c'est 1 fois par an à peu près les réunions de conseil syndical. La rénovation énergétique, avant de se pointer devant une bande, souvent de petits vieux qui sont les plus présents, qui ne veulent rien dépenser, il faut au moins leur amener des études. Donc, d'ici le mois de juin 2021, il va falloir leur trouver des gens qui fassent des études et puis faire des appels d'offres pour trouver des boîtes qui fassent les travaux. Tout ça en 2 ans, je mets au défi, et c'est ce que pensent beaucoup de syndics que j'ai reçus, de pouvoir régler le problème avec les tensions qu'il va y avoir sur les prix, sur le travail, sans préjudice de la situation sanitaire et juridique. Donc, il y a déjà un premier sujet là-dessus. Pour le reste, on est passé à côté, j'allais dire, d'une mobilisation en faveur du logement, de la création de logements, de l'accession à la propriété et de l'emploi, parce que c'est quand même un gros pourvoyeur d'emploi. Et donc, beaucoup de promoteurs nous disent l'année prochaine, on n'a plus de produits à vendre. Après l'été prochain, après l'été 21, il n'y a plus rien à vendre. Donc, des tensions à attendre sur les prix dans les zones sensibles. Alors, il y a un premier combat qui est d'essayer de faire rentrer des propositions vis-à-vis du gouvernement pour la création de logements et pour l'achat, notamment pour les primo-accédants. Parce que Bercy part d'un principe simple qui est très Bercy, c'est de dire il y a du pognon dans les banques, il faut que les gens sortent l'argent et achètent. Oui, sauf que les primo-accédants ne sont pas nécessairement ceux qui ont
des économies. Alors, on rappellera, je me permets là d'illustrer ton propos parce qu'effectivement, ça n'a pas été assez dit. Ces quelques 120 milliards d'épargne qui ont été constitués par les ménages depuis mars, on s'est juste aperçu que 10% des ménages français avaient épargné 50% de cette somme. Hein. Donc, effectivement, on épargnait ceux qui pouvaient. Voilà, et donc ce n'est pas les mêmes clients. En plus, l'État, évidemment, qui dépense beaucoup, et c'est parfois de trouver des recettes. Donc, ils avaient jeté leur dévolu, une fois de plus, sur Action Logement, en disant il leur reste quand même un peu de sous, on pourrait peut-être définitivement régler le problème. Et tout ça pour payer les APL. Parce que sur 1,5 milliard, qui voulait piquer dans les poches d'Action Logement, c'était fléché pour financer les APL. Donc, c'est un combat qu'on a mené, c'est au Sénat, et en particulier Valérie Létard, avec l'aide des 6 derniers ministres du Logement, que le gouvernement a calé. Mais quand on connaît Bercy, on sait qu'on les a sortis par la porte. Ne vous inquiétez pas, ils vont essayer de rentrer par la fenêtre ou par le soupirail dans les mois qui viennent. Donc, on a un vrai sujet logement dans le plan de relance. Maintenant, il y a un autre sujet qui est collatéral, c'est qu'avec cette crise, il y a une montée de la précarité. Si vous écoutez ce que disent les associations qui commencent les collectes, en particulier le Secours catholique ou... on en a parlé avant qu'il arrive, c'est très clair, oui, sur l'aide alimentaire en particulier. Montée de la précarité, le logement est un des éléments qui, évidemment, est immédiatement un facteur de précarité supplémentaire, puisque les gens sont amenés, dans ces cas-là, à ne plus payer le loyer. Parce que précarité, c'est moins de 890 € par mois. Donc, il y a toutes sortes, là aussi, de propositions. Je ne reviens pas là-dessus. Les uns disent qu'il faut un RSA jeune, les autres disent pour aider les plus jeunes, les autres, il faut abonder certains autres budgets. En tous les cas, il y a un sujet précarité et donc il faut pouvoir aider. Moi, je vois dans mon office, que j'ai eu l'honneur de présider pendant plusieurs décennies et où j'appartiens toujours au conseil, on travaille essentiellement avec le FSL parce qu'on a la chance dans les Hauts-de-Seine d'être dans des coins qui ne sont pas les plus précarisés, soyons clairs. On a un peuplement, même en logement social, qui est quand même un peuplement qui fait que la montée des impayés n'est pas très significative. Il y a beaucoup de personnes âgées, les retraités sont quand même mieux lotis que la plupart de beaucoup de salariés, et donc on a un 1%, 1,5% d'augmentation de taux d'impayés, qui est traditionnellement autour de 3, et on est passé à 4 et quelques. Donc, ce n'est pas un drame absolu, même si c'est gênant, ce n'est pas un drame. Et on essaie de travailler avec les collectivités et le FSL en déplafonnant le FSL et en modifiant le règlement du FSL, là où il fallait payer 3 mois pour pouvoir être réintégré dans le FSL, c'est-à-dire que vous ne payez pas le loyer, vous devez de l'argent, et on vous disait si vous payez 3 mois, on vous fait un dossier FSL. On est tombé à 1 mois. D'accord. En disant, vous payez 1 mois et même si vous devez 4 ou 5 000 €, on vous fait rentrer dans le FSL. Donc je pense qu'il y a une piste pour les départements et les collectivités moyens, parce que tous les départements et les collectivités nous regardent là-dessus, surtout avec la montée du RSA. Donc il faudra peut-être trouver avec l'État un moyen d'abonder le FSL, parce que je crois que de toute façon, pour combattre la précarité, il faut aller là encore en proximité. On ne peut pas faire des plans généraux, nationaux, en passant par les préfets, etc. Je pense que ceux qui connaissent la population sont les collectivités, avec les offices ou avec les bailleurs de toutes sortes. Et donc, c'est en proximité qu'on peut finement détecter les situations et travailler sur les dossiers de façon personnalisée. Et là, on le fait déjà pour toutes sortes de sujets, pour payer les factures d'eau, pour payer les factures même de loyer, déjà. Pardon. Et donc, je pense qu'il faut rechercher la proximité, parce que de toute façon, et c'est ce qu'on demande aussi à l'État dans le cadre du plan de relance, c'est si on veut que ça soit adapté à chaque territoire, il faut que ça soit avec les élus et dans les départements. Le fameux couple préfet-maire, en tous les cas élus locaux, parce que tout ce qui est global et macroéconomique met un temps fou, c'est de la paperasse, et il y a beaucoup de gens qui passent à travers les mailles du filet. Donc je pense qu'il faut aller en proximité. Nous, on a choisi de travailler
avec le FSL. Je pense que c'est un axe. D'autres auront certainement d'autres propositions. Donc, voilà les quelques mots rapides que je pouvais t'exprimer. C'est très clair. Juste une chose en relation à ce que tu viens de dire, les départements qui ont la responsabilité de l'action sociale, très, très largement, tu le disais, tous ne vont pas avoir les moyens. Alors, on a entendu la maire de Paris, Paris a le statut particulier d'un département, demander une augmentation des droits de mutation, sachant que Paris flèche le logement. Est-ce que tu imagines que d'autres départements vont vouloir monter la fiscalité pour avoir les moyens de l'action, notamment envers le logement? Ton regard, tu as été conseiller, on disait général à l'époque, on dit départemental aujourd'hui dans les Hauts-de-Seine. Ton avis, ton anticipation, et le Sénat représente largement les collectivités territoriales. Je pense que les départements sont, pour beaucoup, la moitié au moins, sont en situation de dépôt de bilan à cause du RSA. Il y a une montée, il y a 9000 dossiers par jour de RSA déposés. Beaucoup de départements étaient déjà dans la difficulté. Avec cette situation nouvelle, c'est directement l'État maintenant qui, pour un certain nombre d'entre eux, paye. Donc, je pense que si l'État doit intervenir, c'est de trouver le moyen qu'il abonde déjà les problèmes globaux sociaux des départements. Ça, de toute façon, il ne fera pas l'économie d'une décision. Ce qui est pour moi un crève-cœur, parce qu'on ne peut pas à la fois militer pour la décentralisation et dire, parce que c'est un échec de la décentralisation, de dire les départements n'ont plus les moyens d'assurer la compétence sociale. Donc, on en appelle à l'État, parce que l'État est devenu un puissant fonds. Donc, à partir de là, il faut trouver le moyen d'abonder les dossiers logement, par exemple, pour que, dans le cadre des conventions FSL, ou alors de façon à ce que le département puisse assumer, j'allais dire, sa compétence et sa vocation sociale, en lien avec les collectivités. D'accord. Dernière chose rapidement, et on te libère. L'accession à la propriété dans le parc HLM, tu as des responsabilités au sein d'un office important. Est-ce qu'elle va être mise en échec par les circonstances économiques? On sait que c'était un cap aussi que souhaitait le gouvernement, puis ça fait longtemps qu'on le souhaite. Est-ce qu'il faut oublier cet idéal de l'accession sociale et des 50 000 opérations par an? Je crois que c'était la perspective, ou est-ce qu'on va quand même y arriver dans les 2-3 ans qui viennent? Moi, je n'ai jamais été fanat de ce machin-là, en tous les cas pas dans le collectif. Là où il y a du logement individualisé, des petits pavillons, etc., pourquoi pas, nous, c'est ce qu'on a fait. Je pense que ça va buter. Sinon, dire à la propriété, par priorité, ce qu'on fait dans certaines communes, on réserve aux locaux des prix intéressants pour qu'ils puissent accéder à la propriété. On s'aperçoit que les gens qui font ça sont souvent des gens qui ont des moyens par définition limités, donc c'est fait pour ça, mais ils tirent au maximum pour pouvoir acheter. Et ça devient compliqué après, parce que c'est très tendu dans leurs finances. En général, moi, je n'ai pas vu beaucoup d'opérations qui marchaient bien dans ce cadre-là. Je pense que les ventes, ceux des offices qui vendent, ceux des bailleurs qui vendent, très bien, tant mieux s'ils veulent vendre et qu'ils y arrivent. Je pense que le sujet, il est bancaire, parce que même chez les promoteurs qui vendent, beaucoup de promoteurs me disent qu'à peu près 40% de ceux qui avaient déposé des dossiers l'an dernier, cette année, ils ne pourraient plus les déposer, parce que les banques ont resserré les ratios et elles-mêmes deviennent extrêmement, j'allais dire, frileuses et précautionneuses, justement à cause de cette montée de la précarité et des précautions. Donc, le sujet, ce n'est pas tant la vente que l'achat. Et là, il y a un problème. Et c'est pour ça qu'il faut qu'on revienne sur les aides que l'État peut prodiguer pour garantir, pour inciter, notamment les primo-accédants. Mais pas que. Merci, monsieur le sénateur. Merci. À ta disposition. Voilà, de nous avoir consacré ce temps. Et puis, tu vas revenir vers ta réunion, celle que tu as quittée. Merci encore. Bonne fin de réunion. Roselyne Conan nous joint, elle était patiente, mais c'est normal devant un élu, un parlementaire. Il y a
on accepte des retards. En tout cas, merci à toi, Roselyne, de l'avoir fait. Je crois que tu es avec nous. Je n'ai pas encore vu ton visage, mais j'ai eu un message. Tu es directrice générale de l'ANIL, c'est le réseau des ADIL. De toute façon, dans un débat sur la situation des ménages, l'évolution de la situation des ménages, on ne peut pas ne pas penser au réseau des ADIL. Mais là, en plus, l'ANIL a reçu une mission express de la part de la ministre chargée du logement, Emmanuelle Wargon, de bâtir avec des partenaires, et tu vas nous dire exactement quel est ce chantier qu'il faut mener à bien toutes affaires cessantes, de bâtir un observatoire sur les impayés de loyers et de charges. Donc, on est au cœur de notre sujet. Alors, on a eu, avant que tu n'arrives, mais tu as peut-être déjà entendu des propos diagnostiques, on a eu des avis d'administrateurs de biens, gestion locative copropriété, l'avis de Michel Fréchet à la tête d'une grande association de consommateurs. Le regard aujourd'hui de l'ANIL, il y avait déjà eu des propos de ta part, de la part de responsables de l'association, et puis maintenant il y a cet observatoire. Qu'est-ce qu'on peut dire, qu'est-ce qu'on constate et quels sont les outils très concrètement qui sont en train d'être mis en place? Oui, bonsoir à toutes et tous. Très heureuse d'être parmi vous. Alors, concernant effectivement ce regroupement de données, cette volonté de la ministre de mettre en place cet observatoire des loyers impayés et des charges. Alors, peut-être resituer un peu dans le contexte, c'est un travail qui était déjà mené depuis le mois d'avril. La DIAL avait déjà initié ce regroupement d'acteurs, donc des professionnels de l'immobilier, les grandes des fédérations, je ne les citerai pas toutes, mais ça va de la FNAIM, l'UNIS, que ce soit les bailleurs sociaux, l'USH, que ce soit des grands groupes, Foncia, etc. Enfin, on avait déjà commencé à mener ce travail au mois d'avril avec aussi les collectivités locales, les représentants l'ADF, la DCF, pour déjà échanger des données, ce qui nous avait permis, nous, de proposer un indicateur avancé, donc le baromètre des consultations des ADIL, qui représente quelques éléments illustratifs de la sollicitation de notre réseau. Tous les locataires ne viennent pas nous voir, mais ça permettait d'avoir déjà des premiers éléments de mesure concernant le niveau de sollicitation de nos structures. Et donc, depuis le mois d'avril, on a publié plusieurs baromètres. Et ce qu'il en ressortait, c'était, avec un constat relativement partagé par les différents acteurs, c'était qu'il y a effectivement eu une hausse des impayés donc pendant le confinement, mais quelque chose d'assez mesuré, mais qui était plutôt lié aux modalités de paiement. On avait quand même des problématiques sur le parc social, mais plutôt, je dirais, bien gérées, puisque les bailleurs sociaux sont organisés, ont des dispositifs d'accompagnement, ont pu détecter rapidement ces problématiques et les prendre en charge. Donc, pas d'avalanche de sollicitations de notre côté, de notre réseau. Pas d'avalanche constatée non plus par les professionnels, les impayés de loyer, mais une fragilisation, mais un constat partagé d'une fragilisation de certaines ressources, de certains profils de locataires, et notamment des nouveaux profils, les jeunes, les indépendants, les auto-entrepreneurs. Et cette fragilisation financière ressentie au niveau local aussi par les départements, parce qu'une demande croissante des demandes de RSA, ce qui était un petit peu évoqué aussi avec la mobilisation des fonds, notamment sur l'énergie. Et c'est vrai que cette précarisation de nouveaux publics, tout l'enjeu de ces travaux d'observation, c'est de mesurer et de partager s'il y avait vraiment à l'avenir une problématique croissante sur l'impayé. Donc l'objectif, c'est de faire une remontée de données par les professionnels du secteur, se réunir une fois par mois, partager ensemble ces constats et se dire qu'est-ce qu'on met en place justement pour arriver à accompagner au mieux ces ménages. Aujourd'hui, l'enjeu, il est où? L'enjeu, il est
de mesurer, mais surtout d'informer ces publics qui n'ont pas forcément l'habitude de solliciter de l'accompagnement, puisque ce sont des nouveaux publics. Oui. Et alors, pas que les locataires, les bailleurs aussi, parce qu'on a quand même beaucoup de bailleurs privés qui sont seuls face à la gestion. Quand il y a un professionnel qui intervient sur la gestion locative, le professionnel, c'est son métier. C'est-à-dire que lui, il saura quoi faire, il va prendre les actes nécessaires, il sait quelles aides sur quelles aides il peut orienter les locataires. Est-ce que c'est sûr ça, je te provoque un peu là-dessus. On sait que je peux avoir la dent dure, mais pour la bonne cause. Est-ce que réellement les administrateurs de biens sont très généralement avisés des aides auxquelles les locataires ont accès? Est-ce que tu penses qu'il y a une bonne culture pour se dire les choses? C'est peut-être le moment de mettre aussi les choses au point. Peut-être qu'il y a une formation accélérée qui doit se faire. Alors, sur la culture des aides, bon, je pense qu'un professionnel sait effectivement alors, les aides existantes. Il y a toujours une marge de progression, certes. Après, le professionnel sait les étapes qu'il faut entamer en cas de difficulté pour le recouvrement des dettes. Ça, c'est clair, il sait comment procéder. Il fera le nécessaire, mais il accompagnera aussi son client, donc qui est le bailleur privé, dans cette démarche. C'est-à-dire que, je dirais, il connaît le principe de la proportionnalité effectivement des frais liés aux poursuites. C'est-à-dire qu'on ne doit pas entamer tout de suite une procédure s'il y a un retard d'1 mois de loyer ou de 2 mois de loyer. L'objectif est de commencer par le dialogue. Après, évidemment, il y a forcément des pratiques qui sont diverses en fonction des professionnels. Je pense que dans tous les métiers, il y a des personnes qui ont une fibre sociale plus développée que d'autres. Donc ça, c'est clair. Mais voilà, je dirais globalement, les professionnels, ils sont là. Ils ont une formation, ils ont une responsabilité envers leurs clients d'entamer effectivement les bonnes démarches et le faire dans un bon timing. On n'est pas à l'abri des pratiques abusives, on n'est pas à l'abri, mais ça, de toute façon, tout le monde le sait. Mais ça reste, à mon sens, marginal. Donc, c'est vrai que l'enjeu aujourd'hui, je pense, c'est vraiment de porter à la connaissance de ces bailleurs et de ces locataires qui entrent dans une fragilité financière, les bonnes démarches. C'est vraiment ce qu'il faut. Le leitmotiv, c'est ne pas rester seul et agir vite, c'est-à-dire se mobiliser rapidement lorsqu'on est confronté à un impayé, et puis solliciter rapidement les modalités, les dispositifs d'aide qu'on connaît, qu'elles soient nationales ou qu'elles soient locales. C'est vrai que les ADIL, à ce niveau-là, par leur connaissance des dispositifs locaux, parce qu'un FSL par rapport à un autre n'a pas forcément les mêmes modalités, il y a des modalités communes, mais il y a quand même des dispositifs spécifiques. Donc tout l'enjeu, c'est justement d'informer ces locataires et ces bailleurs pour que rapidement ils puissent mettre en place des aides à la solvabilisation du locataire, et puis éviter à tout prix l'expulsion, puisque l'expulsion, je pense que c'est un échec à la fois pour le locataire et le bailleur, puisque l'enjeu, ce n'est pas mettre quelqu'un dehors, c'est qu'on puisse rester dans les lieux, qu'on paye son loyer et que tout se passe bien. Je pense que c'est le souhait de tout le monde. Donc, c'est vrai que si j'en reviens un petit peu aussi à cet observatoire, l'objectif justement de réunir encore plus d'acteurs qui n'étaient déjà réunis sur cette cellule de veille un peu plus ou moins technique, qui était déjà existante, mais qui s'est élargie donc, depuis le mois de novembre avec des associations de locataires et d'autres organisations, qui va être un temps de partage. Donc, si on a des inquiétudes, ça sera le moment et ça sera le lieu de le faire. Et puis, d'avoir des signaux quantitatifs qui pourront nous permettre de se dire, voilà, là, il y a un vrai danger, on a un tsunami d'impayés, par exemple, si ça arrivait. Et puis, du coup, de se dire, la ministre, quelles mesures prendre justement pour faire face à cette problématique, quoi. Nous, sur notre baromètre, pour vous donner quelques éléments, on n'identifiait pas de grands différentiels entre 2019 et 2020 en termes de sollicitation. Là, ce que l'on a mesuré à partir du mois de septembre, c'est un léger frémissement, c'est-à-dire qu'on sent une légère augmentation. On avait senti à la fin du confinement une demande massive des bailleurs,
parce que c'était la fin de la trêve, les tribunaux reprenaient de l'activité, les huissiers aussi, donc les bailleurs avaient besoin d'informations. Donc là, on avait senti une demande importante des locataires. Mais on avait eu une explosion de demandes le jour où on a lancé la campagne d'information sur l'aide d'Action Logement, au mois de juin. Donc là, on avait senti également un pic sur notre plateforme, parce qu'on a une plateforme qui est la plateforme SOS Loyer Impayé, qui permet donc au 0805 16 0075 de pouvoir joindre gratuitement une ADIL, puisque donc, cette plateforme permet de router en composant le numéro de son département vers l'ADIL la plus proche, qui pourra du coup vous renseigner, informer et puis expliciter les démarches utiles à entamer, que ce soit pour solliciter une aide au logement, pour saisir le FSL, pour saisir effectivement, mobiliser une aide d'Action Logement, d'une caisse de retraite. Enfin, il y a plein de choses à faire. Et ce qui est important aussi, c'est d'avoir un éclairage, notamment sur le montant de la dette. On avait fait une étude sur la valeur ajoutée d'une consultation en ADIL. Et c'est vrai que sur la phase précontentieuse en impayé, dans un cas sur deux, on avait un recalcul de dette. Donc, c'est vrai que assez régulièrement, il y a des problématiques sur le montant des sommes dues. Et ça fait partie des éléments, l'information qui peut être apportée donc, par ces ADIL qui sont au service des locataires, mais je rappelle aussi des bailleurs. Alors, des bailleurs, troisième catégorie, les copropriétaires, alors qui peuvent être des copropriétaires bailleurs, certes, mais tout simplement des copropriétaires qui ont des charges à acquitter. Certaines vont pouvoir être récupérées, comme on dit, sur locataire, et d'autres non, si on est occupant. Sur la question du risque des impayés de charges, on en parlait tout à l'heure avec Olivier Safar, c'est le cœur de son métier, et ça fait partie de l'Observatoire, si j'ai bien vu la mission. Là-dessus, quel regard particulier? Est-ce qu'il y a des consultations à longueur de temps auprès des ADIL sur les problèmes d'acquittement de charges? Je ne parle pas de calcul, mais de difficulté à les payer. Est-ce que c'est un peu majoré? Est-ce que c'est aussi une crainte à avoir, sachant que ces charges peuvent aujourd'hui, c'était même l'enjeu, être alourdies par des travaux de rénovation énergétique souhaités par tout le monde. Alors, je distinguerais peut-être deux choses, c'est-à-dire qu'on s'est posé la question des accédants à la propriété qui ont un crédit à rembourser et est-ce qu'il y avait des sollicitations fortes? Non plus. On a eu des échanges avec des établissements financiers qui nous disaient que eux étaient à l'écoute de leurs clients et essayaient dans la mesure du possible de rééchelonner pour les accédants qui se trouvaient un petit peu en difficulté. Donc, on ne constate pas une augmentation flagrante des sollicitations sur le sujet. Il y a forcément des difficultés. On a quand même des ménages qui posent la question, mais je dirais les établissements financiers essayent d'être à l'écoute pour justement proposer des choses. Concernant les copropriétaires, alors qui remboursent peut-être un prêt ou plus parce qu'ils ont fini de le faire. Aujourd'hui, on n'a pas ressenti non plus une sollicitation forte sur le sujet. Alors peut-être aussi, comme le disait M. Safar, parce que il n'y a pas eu beaucoup d'AG et finalement, il n'y a pas eu autant de travaux que ça de décider. Ouais. Je voudrais dire que dans les conseils syndicaux, il y a aussi des gens qui ne sont pas très vieux et j'étais 10 ans présidente de mon conseil syndical. Donc, il y a aussi des gens jeunes et dynamiques. C'est Hervé Marseille qui parlait ça, beaucoup non, mais voilà. C'est pas Olivier. Non, Olivier n'a pas dit ça. La diversité. Voilà. Donc, effectivement, aujourd'hui, on n'a pas de sollicitation forcément très forte sur le sujet, mais c'est vrai qu'on constate réellement qu'il y a peu de décisions qui sont prises. Aujourd'hui, les AG, effectivement, ont été reportés et il est d'autant plus compliqué par correspondance et en visio de prendre des décisions sur des travaux. Où là, je pense que la présentation du projet par l'architecte, les différents échanges qu'on peut avoir avec le syndic, tout l'enjeu du financement, je pense que ça, c'est un échange qui est indispensable. Enfin, l'AG, je pense que c'est un lieu, une prise de décision sans discussion préalable, c'est compliqué. Et je
je pense qu'en correspondance, quelquefois, on comprend mal la résolution. On a des copropriétaires à qui on explique une résolution, qu'est-ce qui va être voté. Quelquefois, la comprennent à l'envers ou la comprennent pas correctement. Et c'est vrai que c'est au moment de l'AG où le syndic a un rôle pédagogique d'explicitation, que ce soit le président de séance ou le syndic, qui a un rôle d'explicitation justement de la résolution et d'accompagner dans la compréhension de ce qui va être décidé et qui peut effectivement, grâce à ces discussions-là, bien comprendre les enjeux. Alors après, il vote pour ou contre, c'est lui qui le fait en connaissance de cause. Mais c'est vrai que je pense que l'échange lors de l'AG, il est primordial. Et il faut, dans la mesure du possible, le maintenir parce que c'est à l'issue de ces débats qu'on comprend la réalité des enjeux, quoi. Merci beaucoup, Roselyne. Cet observatoire, ce travail de diagnostic, ça a vocation à s'inscrire dans la durée ou et dès qu'on jugera que ça va mieux dans le pays, on lèvera ça? Parce que je pose la question, l'observation des impayés dans l'univers bancaire, par exemple, c'est un mécanisme dont on est familier. Tous les établissements le font, collectivement, individuellement, et nous, on est un peu démunis. Alors, il y a une grande dispersion des bailleurs privés, mais c'est quand même un beau sujet. C'est un outil de pilotage des politiques publiques aussi. Est-ce que ce serait bien que ce soit définitif, finalement, même si ça fait une mission de plus pour l'ANIL? Alors, donc c'est vrai que cet observatoire, c'est la DIAL qui va centraliser ces données. Nous, on s'associe effectivement, puisqu'on a une habitude quant au traitement des données, puisqu'on anime le réseau des observatoires locaux des loyers. Donc, c'est vrai qu'on a cette habitude de traitement et de valorisation des données. Donc, c'est naturellement qu'on s'est proposé pour mener ce travail avec la DIAL, donc, mais ça reste la DIAL qui le pilote. Tu nous dis ce qu'est la DIAL pour ceux qui ne sauraient pas, tu développes l'acronyme? C'est la direction interministérielle de l'hébergement et du logement. Parfait. Qui vraiment a un rôle, je dirais, à la fois. Enfin, donc, ils vont rassembler effectivement l'ensemble des réflexions sur ces sujets. Hein. Ils ne travaillent pas que sur l'impayé, hein, ils travaillent aussi sur l'habitat dégradé. Donc, c'est vrai que ils ont cette mission effectivement de regrouper ces données et puis de pouvoir proposer ce nouvel outil. Et alors, est-ce qu'il va devenir perdurer au-delà de cette phase que nous traversons? Aujourd'hui, ce que je peux vous dire, c'est qu'on va se réunir tous les mois autour de la ministre avec des acteurs étendus, hein, comme je vous l'ai expliqué, avec une liste d'acteurs importante. Et l'objectif, c'est justement de faire donc un partage de constats. S'il y a inquiétude, permettre d'initier donc des mesures. Alors, est-ce qu'on va porter au-delà de cette phase, cet observatoire? Pour le moment, je ne peux pas vous le dire. Nous, aujourd'hui, donc, on publie notre baromètre qu'on va essayer de publier encore plus régulièrement, mais on va le faire jusqu'à ce que ça n'ait... Tant que ça éclaire les acteurs, on continuera. À partir du moment où finalement il y a moins d'intérêt, je pense que nous, notre baromètre, on l'arrêtera à partir du moment où on considère qu'il n'y a plus d'intérêt de le diffuser. D'accord. Mais après, sur le baromètre, enfin, l'Observatoire national des impayés de loyers et de charges, pour le moment, seule la ministre pourrait vous répondre. Merci beaucoup, Madame la Directrice Générale. Benjamin Darmouny demandait la parole pendant que Roselyne Conan nous parlait. Alors, je ne sais pas sur quel sujet, mais il est toujours temps, sans doute. Benjamin. Non, je voudrais rappeler, mais je suis sûr que Madame Conan en a conscience, que nous, professionnels, nous, administrateurs de biens, nous jouons le rôle tous les jours de conciliateur, de médiateur entre les locataires et les bailleurs, et que bien souvent, lorsqu'on en vient à l'extrémité de procédures d'expulsion, c'est très souvent par le silence, malheureusement, des locataires qui, la situation étant tellement difficile qu'on n'est pas en mesure, on n'est plus en mesure de pouvoir échanger. Et je rappellerai aussi, concernant nos responsabilités, il est de notre responsabilité aussi d'engager des procédures au travers du mandat qui nous est confié, parce que si nous ne le faisions pas, cela pourrait nous être reproché
Et lorsqu'on arrive à 2 mois de loyer d'impayé, si on ne le fait pas, eh bien, outre l'assurance loyer impayé qui nous y oblige, notre client pourrait nous le reprocher. Voilà, Justement, aujourd'hui, alors tu parles, c'est intéressant sur le stade ultime. Hein, on s'accorde à dire que c'est un échec collectif, mais il y a le silence. Tu nous dis parce que la situation est trop lourde. Bon, il peut y avoir des cas de mauvaise foi, mais on a pu voir que les locataires se tenaient bien dans cette période difficile, hein, comme les copropriétaires, ils font leurs meilleurs efforts pour payer le loyer. Est-ce que c'est aussi, est-ce qu'il y a une crainte? Est-ce qu'il faut faire un appel? Roselyne Conan le faisait, hein, mais au dialogue plus appuyé par les temps qui courent. Est-ce qu'il faut pas qu'un locataire qui est passé à temps partiel revenu, parce que même si elle est compensée, il y a une perte de revenus, ou un conjoint qui a perdu son emploi, est-ce qu'il ne faut pas en appeler au dialogue immédiat sans attendre les 2 mois, 3 mois d'impayés qui plombent la situation? Nous invitons, tous nos locataires et tous les locataires d'une manière générale à le faire. Parce qu'en prévenant, on a la possibilité de mettre en place des protocoles d'échelonnement de paiement, ce qu'on fait tous les jours d'ailleurs en copropriété. En copropriété, nous avons des copropriétaires qui ont des difficultés lorsque des gros travaux sont votés. Eh bien, on met en place un protocole pour trouver une solution dans l'intérêt de chacun. Mais j'ai l'impression, et ce n'est pas qu'une impression, c'est que les copropriétaires ont plus tendance à faire cette démarche que les locataires eux-mêmes. D'accord. Et est-ce que tu penses, bon, on connaît la réalité hein, depuis notamment le rapport Nogal, allez, il y a un tiers en gros du parc locatif qui est dans les mains des professionnels, 2 tiers qui ne le sont pas. Ce dialogue, est-ce qu'il te semble plus difficile avec un professionnel tiers lorsqu'on est locataire et qu'on a une difficulté, ou plus facile? Clairement, je pense que c'est plus facile parce que c'est notre métier. Il y a une neutralité. Encore une fois, c'est notre métier d'être médiateur entre le locataire et le bailleur, et nous le faisons dans l'intérêt de chaque partie. Parce que notre seule volonté, c'est que la situation s'améliore et se solutionne. C'est la volonté du professionnel pour l'intérêt de chacun. Merci beaucoup. Olivier Safar, tout à l'heure, je parlais avec Olivier Ancio d'un produit alors désormais très populaire. Là encore, le rapport ou la proposition de loi de Michaël Nogal n'y sont pas pour rien. C'est d'ailleurs aujourd'hui l'anniversaire de Michaël Nogal. Voilà, je me permets de le dire. Tout à fait, absolument. 30 ans, voilà. Je souhaite un très bon anniversaire. C'est pas un événement de la politique du logement, mais on a le droit aussi de parler des personnes. Contre les impayés de loyer, il y a ce produit garantie loyer impayé, assurance loyer impayé, qui est un produit privé. Il y a Visal qu'on a évoqué tout à l'heure. Donc, on sait qu'il y a des couvertures, on va dire, qui sont disponibles. Oui. Pour les impayés de charges de copropriété, il commence à exister des produits aussi. Tout à l'heure, Olivier, on pourra revenir vers lui, nous parler de leur partenaire qui était la SMA BTP. La SMA BTP, par exemple, fait partie de ceux qui proposent une couverture contre les impayés de charges. Oui. Ton regard sur ce produit-là, même chose au moment où la situation peut-être va se tendre dans les mois qui viennent, est-ce que c'est quelque chose qui est à regarder par une copropriété ? Alors, je vais te répondre très clairement. Quand la copropriété est déjà en difficulté ou déjà fragilisée, ce n'est plus la peine de le regarder. Bien sûr, bien sûr. Donc ça, il faut quand même le dire clairement. Le traitement des impayés de charges, c'est une assurance qui permet effectivement, quand tout le monde est à jour, effectivement de se dire on va peut-être avoir des difficultés plus tard et de la souscrire. Certaines copropriétés vont la souscrire parce qu'ils savent qu'ils vont engager des travaux, notamment de ravalement et de rénovation énergétique. Là, c'est peut-être une bonne réflexion parce que ça permettra peut-être d'aider les copropriétaires qui ont des difficultés à payer pour que le syndicat des copropriétaires ne se retrouve pas dans une situation d'impossibilité de payer les travaux. C'est ça. Puisqu'en fait, ça fonctionne en quelque sorte comme une assurance perte d'exploitation, c'est-à-dire la vie continue, quoi. Hein, la vie continue, ça permet d'avancer et de se dire au moins on a cette assurance qui va nous permettre de payer pour les quelques copropriétaires qui auront ces difficultés-là et d'avancer. Mais la prendre simplement parce qu'il faut la prendre, non, il n'y a aucune obligation. En revanche, la prendre trop tard ne sert à rien et on paiera pour rien. C'est clair. Une question, et puis on est arrivé, on a même dépassé notre heure et demie de débat, mais je pense que ça le méritait.
Si Michel Fréchet est encore avec nous, Michel, ton regard sur la question que je posais tout à l'heure à Benjamin, allez, aujourd'hui, me semble-t-il, peuvent porter sur le parc locatif plus que sur les copropriétaires, en tout cas plus immédiatement sur le parc locatif. Est-ce qu'il y a une bonne information? Tout à l'heure, je disais, les administrateurs de biens sont-ils eux-mêmes suffisamment formés au dispositif d'aide, d'accompagnement? Est-ce que tu penses que l'univers des copropriétés, des locataires se coupe un peu en deux, ceux qui savent les dispositifs auxquels ils sont droits et qui osent exposer leurs difficultés, et puis les autres? Est-ce que c'est un sujet, ça? Ta question est intéressante parce que je m'étais demandé si tu me donnerais la parole avant la fin. Ah oui. Et je m'étais dit que si tu me donnais la parole avant la fin, je parlerais très rapidement de 3 thèmes. Et parmi ces 3 thèmes, il y avait celui-là, notamment le manque de connaissances des dispositifs d'aide de la part d'un certain nombre de locataires, mais on pourrait ajouter aussi d'un certain nombre de copropriétaires. Et là, il faut absolument que collectivement, nous fassions des efforts colossaux pour informer le public des aides qui existent et que dans un très grand nombre de cas, ils ne connaissent pas. Ça, c'est une chose sur laquelle je voulais appuyer, d'autant plus que, alors, nous, à la CGL, nous ne l'avons pas constaté, mais c'est un peu normal. Par contre, de nombreux acteurs le constatent, c'est-à-dire l'arrivée dans cette période de nouvelles populations en difficulté. Des populations qui, jusqu'à maintenant, passaient sous les radars, hein, tout simplement, parce qu'ils n'avaient pas de problème. Avec la crise économique dans laquelle nous sommes entrés, ils connaissent des problèmes et ils arrivent, si j'ose dire, sur le marché, entre guillemets, de l'aide, qui, pour eux, est quelque chose de complètement étranger. Et ça, c'est à souligner, quelque chose, comment dire, qui les gêne. Oui. C'est difficile, et ça, c'est une des raisons que nous avons à la CGL sur le fait qu'il y ait un nombre limité de situations de grandes difficultés qui nous remontent, parce que il y a beaucoup de gens qui placent leur dignité à un certain niveau, et c'est plutôt bien, et qui ne veulent pas soit avoir des aides, parce que pour eux c'est quelque chose de dégradant, soit même se renseigner sur ces dispositifs. Donc ça, c'est quelque chose vraiment à prendre en compte. J'ai pas de baguette magique, de remède miracle à proposer, mais je pense qu'il faut réfléchir là-dessus pour déculpabiliser les gens qui entrent dans des situations difficiles et qui ne veulent pas, qui n'osent pas faire la démarche pour qu'on les aide. Et il y a je donne aussi la parole après toi à Xavier Lemoine, parce que la collectivité locale est aussi un interlocuteur vers qui on peut se tourner. Les mairies sont même des sources d'informations, je pense, hein, pour les… Je suggère en effet à la diffusion en contact quand même avec tous les publics, et que de surcroît, la plupart du temps, nous avons des observatoires de la copropriété, des observatoires de ceci et de cela. Et donc, je pense qu'on peut être un relais efficace et crédible de la communication, qui effectivement est sans doute un point d'effort notable. Merci beaucoup, Xavier. Je laisse continuer, Michel, mais on pourra revenir vers toi tout à l'heure. Le tout dernier point, c'est tout ce qui concerne les travaux de rénovation énergétique. Quoi qu'on en dise, et quelles que soient les aides importantes que les pouvoirs publics mettent sur la table, il y aura une partie des coûts que les copropriétaires, que les petits propriétaires, j'insiste là-dessus, devront assumer. Et ça, oui, voilà, c'est ça. Et ça, c'est quand même quelque chose de lourd pour un certain nombre d'usagers, et en particulier ceux qui ont les revenus les moins importants. C'est lourd, et dans la crise dans laquelle nous sommes en train d'entrer, ça va en rajouter. Donc, je pense, et j'espère que parmi tous les gens qui nous écoutent, il y a un certain nombre de décideurs
J'espère que les mesures que les pouvoirs publics sont en train de mettre en place pour la rénovation énergétique, qui sont nobles, risquent d'alourdir encore un peu plus le fardeau financier que vont devoir supporter nombre de petits propriétaires. Et il faudrait y réfléchir parce qu'il ne faudrait pas qu'il y ait dans les mois et les années qui viennent des bombes à retardement qui explosent à ce moment-là. Merci Michel. J'intercale une observation, une question d'Olivier Ancio qui a demandé la parole. Et après, j'ai une question à poser sur la rénovation environnementale, énergétique à Xavier Lemoine, s'il peut encore rester 3 minutes avec nous. Olivier Ancio, tu avais demandé la parole. Oui, merci Henri. Non, c'était juste une remarque sur les propos qui avaient été tenus tout à l'heure sur la responsabilité de l'administrateur de biens face à l'impayé, pour rappeler qu'effectivement, dans notre mission, nous avons l'obligation de les traiter, ces impayés. Alors, le mot n'est pas très joli, mais en tout cas, le recouvrement est pour nous une obligation. Et on évoquait la nécessaire médiation avant l'engagement du contentieux. Elle répond de toute façon à une double nécessité juridique d'abord, puisque la récente réforme de la législation en la matière impose une tentative de médiation avant de passer à la phase judiciaire, et elle est en plus dans une bonne proportion des cas, l'approche amiable, que ce soit le locataire ou le copropriétaire, ne serait-ce que par un coup de fil, que par un courrier, même s'il n'est pas recommandé, etc., permet déjà, dans une grande proportion des cas, d'arriver à trouver un accord, souvent d'étalement d'ailleurs. C'est pas le cas dans tous les cas, mais cette phase amiable, de toute façon, est fortement nécessaire et utile. Voilà, tiens, là, je vais être impertinent puisque tu es avec nous. Dans l'univers du tertiaire, on a parlé de renégociation, de baisse de loyer, dans l'univers commercial, que tu connais très très bien aussi. Ça peut avoir du sens dans le résidentiel qu'un locataire dise, un locataire fidèle notamment, qui est là depuis plusieurs années, qui a démontré la qualité du lien avec le bailleur et qui dit moi je sollicite pour rester parce que ma solvabilité a baissé, je gagne plus la même chose, je sollicite une baisse du loyer. Est-ce que ça a du sens? Est-ce que c'est idiot d'imaginer ça? Non, ou est-ce que ça peut être une négociation dans certains cas? La question venant de toi n'est pas idiote. La réponse, ça va être contrastée parce que, évidemment, ça va dépendre de la personnalité du bailleur. Encore une fois, le bailleur dont l'essentiel des revenus sont constitués par les loyers aura plus de mal à entendre que la situation du locataire, malgré la fidélité qu'il a à être locataire depuis de longues années, puis justifier que le loyer baisse. Donc, réponse contrastée forcément face à une situation qui l'est. Ça sera plus facile de pouvoir imposer ça ou en tout cas trouver un accord avec un bailleur dont c'est le métier. Je pense que c'est une solution qui va peut-être naître d'une nécessité si, comme on l'a évoqué tout à l'heure, la reprise économique justifie qu'un certain nombre de situations inquiétantes renaissent au printemps prochain dans le règlement des loyers. Donc, ce n'est pas forcément quelque chose qu'il faut rejeter d'un revers de main. Ça peut être local aussi. Bon, vous êtes très présent en Île-de-France, oui, mais ailleurs aussi. Une ville qui serait très atteinte parce qu'elle serait très mono-activité pourrait être conduite à cette situation. Je pense que c'est quelque chose, effectivement, qu'il faut pouvoir étudier, oui. Merci beaucoup. Oui, Xavier Lemoine, la rénovation énergétique, c'est un axe de relance du pays. Bon, on l'a dit, parce que derrière, il y a de l'emploi, il y a de la création d'activités. Et puis, il y a aussi la baisse de la facture énergétique. Et tu évoquais tout à l'heure ces ménages qui peuvent avoir accédé à la propriété, par exemple dans le pavillonnaire, ou en collectif. Bref, imaginez une baisse de la facture de 20, 30, 40%, ça veut dire quelque chose en termes de budget domestique. Est-ce que ce hiatus entre moins de moyens pour faire les travaux, malgré les aides publiques, et puis le besoin de baisser les factures, est-ce qu'on va arriver à le résoudre, ce hiatus? Écoutez, ça fait plusieurs années que je m'y emploie à travers ce qu'on appelle le PREP, le parcours rénovation énergétique performant du pavillonnaire, qui est inclus dans le SAR, puisque
ayant été bénéficiaire, comme je l'ai dit tout à l'heure, des crédits massifs d'un côté de l'ANRU et de l'ANA, ayant réussi en 15 ans de temps, certes, à remettre d'équerre, d'aplomb ces quartiers-là, la pauvreté et le décrochage social s'est déplacé dans ces grandes nappes pavillonnaires et qu'aucun outil d'intervention publique n'existe, d'où cette idée où j'étais encouragé par Jean-François Carinco, préfet d'Île-de-France, mais j'avais connu aux côtés de Jean-Louis Borloo, et j'étais fortement encouragé à persévérer dans la recherche de cet outil. Donc c'est le PREP, et son originalité effectivement consiste à faire en sorte que la réhabilitation thermique du pavillon, on vise l'étiquette A, pas moins, permette une telle économie et donc de facture que ça vienne compenser l'annuité de l'emprunt qui reste une fois qu'on a combiné toutes les aides possibles et imaginables. Il y en a 53 sur le plan national, donc il faut être un peu cortiqué pour… C'est intéressant, on parlait du besoin d'être informé, c'est pas rien. 53 aides. Ouais, 53 aides. Bon, et donc c'est pour ça qu'on s'appuie sur un réseau, le réseau des ALEC au niveau de la métropole, pour mettre cette ingénierie financière en place et sur des établissements bancaires qui derrière acceptent sur une durée maximum de 18 ans, ce qui fait qu'en termes de trésorerie pour la famille, c'est indolore. Et donc j'espère que malgré cette crise économique, et on est bien d'accord que nous n'avons pas encore vu tous les effets, que ce système-là sera suffisamment robuste pour ne pas dissuader les personnes propriétaires de passer à l'acte, mais dès lors qu'on est suffisamment performant pour vraiment écraser la facture et resolvabiliser les familles par ce biais. C'est clair. Merci beaucoup. Alors, à ma place d'animateur, co-organisateur, je voudrais remercier tous ceux qui ont débattu avant de passer la parole à Benjamin Darmoni parce qu'il a demandé à intervenir. Et puis, ce sera son mot de la fin. On va en profiter. Ensuite, Émilie, François-Emmanuel. Je remercie Xavier Lemoine qui est encore face à nous et nous a consacré du temps et avec un regard expert et très territorial aussi sur ces sujets-là. Je remercie l'autre élu, Hervé Marseille. Il nous a quittés, mais il nous en a parlé aussi avec beaucoup de cœur et de compétences. Et puis les deux, Olivier, Ancio, Safar, avec leur approche professionnelle, et Roselyne Conan, la directrice générale de l'ANIL, qui était avec nous et qui s'est exprimée aussi de manière très, très complète sur ces sujets-là. Benjamin, la parole est à toi, et ensuite Émilie et François-Emmanuel, et on se quittera. On pourra prendre l'apéritif, mais chacun chez soi. Voilà. Je voulais remercier évidemment tous les intervenants pour cette conférence qui nous a encore appris des choses, et je n'ai pas de doute sur les personnes qui l'ont suivi. Je voulais juste revenir une seconde sur les impayés, parce que l'enjeu ne sera pas justement uniquement entre le bailleur et le locataire, mais il y aura en jeu aussi la compagnie d'assurance, parce qu'on a beaucoup de lots qui sont assurés en loyer impayé. Donc, je pense que c'est un sujet qui est, à mon avis, pas d'actualité. On l'aura compris, les vagues de licenciements que nous connaissons, qui nous attendent, auxquels nous allons devoir additionner les dépôts de bilan des entreprises, vont avoir une répercussion sans aucun doute sur le paiement des loyers d'habitation. Et donc, je demande au pouvoir public de pouvoir agir en prévention et de ne pas attendre, comme on l'a fait pour les lots commerciaux, qu'il soit trop tard. Merci Benjamin, Émilie, François-Emmanuel, dans l'ordre que vous souhaitez. Mais il faut en revanche que jamais l'intermédiation aura tout son rôle à jouer en tant que professionnel. Je sais que c'est un peu un lieu commun maintenant à chaque fois qu'on aborde ces tables rondes, mais on en voit toutes les vertus, que ce soit pour la discrimination, que ce soit pour le traitement des impayés désormais. Le locataire ne sera jamais plus actuellement notre client. On l'oublie parfois, mais là, véritablement, il rentrera dans un jeu dans lequel on doit avoir tout notre rôle en tant que médiateur et en entretenant un dialogue constant. Voilà. Donc, c'est ce que j'ai retenu essentiellement ce soir, et bien d'autres aspects, bien évidemment. Et je remercie chacun des débatteurs. Merci encore.
Merci beaucoup. Je crois qu'Émilie, en fait, a dû partir parce que j'ai un petit message que je viens de voir. Donc, je vous dis… Elle revient. Elle est revenue juste 5 minutes. Je suis désolée. J'ai un appel urgent imprévu. Du coup, je vais conclure un peu à brûle pourpoint. Merci beaucoup, Henri, à chacun des conférenciers d'avoir participé riche en informations et en aide pour les participants dans le cadre de ces dossiers difficiles que sont les impayés. Et puis, je vous remercie encore. On se retrouve mardi prochain sur un autre sujet. Ce sera mardi, en effet, et pas jeudi. Pour les habitués, il y en a désormais beaucoup de ce cercle. On change de jour. En fait, mardi était le jour initial. On l'avait décalé pour diverses contraintes.